when we do come to a negotiation, I would like to reinforce your point. Lorsque nous aborderons une négociation, je voudrais renforcer votre point de vue. Ce qui s'est passé sur le champ de bataille fournira la base de l'accord. Cela a favorisé la Russie, pas l'Ukraine. La position de négociation de la Russie est bien plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a environ 20 mois. Cela doit être pris en compte. Je pense que M. Poutine, malgré toute la propagande négative visant à le dépeindre comme un imbécile, n'est pas un imbécile. Bonjour à tous, c'est toujours Pascal ici avec l'ambassadeur Shah Freeman. Dans le deuxième segment, nous voulons parler de l'Ukraine et ensuite de ce qui se passe récemment entre Xi et Biden. Ambassadeur Freeman, vous m'avez dit avant que nous commencions à parler que vous observez attentivement l'Ukraine et que vous avez remarqué un changement considérable non seulement dans le récit mais aussi dans la politique sur le terrain. Alors que nous parlons aujourd'hui, le 21 novembre 2023, que se passe-t-il actuellement en Ukraine et comment pensez-vous que ce conflit change maintenant du côté des États-Unis? Well, there are quite a few things that appear to be going on. Eh bien, il semble qu'il se passe pas mal de choses. Le général Valéry, se présentant comme le chef des forces armées ukrainiennes, a ouvertement déclaré qu'il y a une impasse dans la guerre. Il dit qu'il n'y a aucune perspective de récupérer les terres que l'Ukraine a perdues sur le champ de bataille. C'est une vision très différente de celle exprimée par le président Zelensky. Les politiciens ukrainiens accusent M. Zelensky d'être soit illusionné, soit une marionnette de forces étrangères qui sont prêtes à combattre jusqu'au dernier Ukrainien. La réalité est que l'Ukraine a essentiellement épuisé ses soldats. L'âge moyen des Ukrainiens combattant les Russes est maintenant de 43 ans. Il y a des incidents où les Russes ont capturé des Ukrainiens qui ont été réquisitionnés et qui sont dans la soixantaine. Cela revient à gratter le fond du tonneau. De nombreux Ukrainiens en âge d'être mobilisés se trouvent hors d'Ukraine, bien sûr. Ils semblent n'avoir aucune envie de retourner dans le hachoir à viande qu'est devenue la guerre. Les Russes, de leur côté, sont de plus en plus offensifs. Bien que les lignes de bataille ne changent pas grandement, juste quelques miles ou kilomètres par-ci par-là, l'élan change clairement en faveur du côté russe, qui dispose d'une force bien plus importante et est militairement beaucoup plus efficace qu'au début de la guerre. Much more effective militarily than it was at the outset of the war. So we're hearing a lot of talk, not just abroad, but in Ukraine. Nous entendons beaucoup parler, non seulement à l'étranger mais aussi en Ukraine, de deux choses. La première est la succession à Zelensky car il est perçu comme un obstacle à la paix par certains. Deuxièmement, Zelensky défend sa position en limogeant des généraux, il vient de renvoyer le chef du service médical des forces armées ukrainiennes. C'est son prérogative en tant que président. Il a annulé les élections, il n'y a pas de démocratie en Ukraine. Tous les partis politiques ont été interdits. Il n'est pas clair comment une succession pourrait avoir lieu. Peut-être que M. Zelensky se retirera et se retirera dans sa villa en Italie, la villa de sa belle-mère sur la mer Rouge en Égypte, ou l'une de ses villas à Chypre. Mais à part cela, il a raison de s'inquiéter pour sa vie. Hors d'Ukraine, en Europe, où il y avait autrefois une discussion très limitée sur la nécessité d'une paix entre l'Ukraine et la Russie, c'est maintenant la position officielle de l'OTAN. Il doit y avoir un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie comme préalable à la considération de l'Ukraine pour une adhésion à l'OTAN. L'UE a changé de position, et il y a une assez grande division entre la Commission européenne, spécifiquement Mme von der Leyen, et d'autres. Von der Leyen, and on the one hand, and others, some countries like Hungary and Slovakia have clearly broken with the NATO. Certains pays, comme la Hongrie et la Slovaquie, se sont clairement détachés du consensus de l'OTAN et de l'UE. Il n'est pas clair pour moi quelle est la position des Italiens sous Meloni, et probablement pas clair non plus pour Madame Meloni. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de discussions actuellement sur la manière de mettre fin à cette guerre, plutôt qu'une adhésion au mantra du président Biden, aussi longtemps que cela prendra. Aux États-Unis, les républicains refusent d'allouer des fonds pour l'Ukraine. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s'est récemment rendu à Kyiv, vraisemblablement pour parler avec Zelensky et d'autres de la façon de faire face à la fin potentielle du financement américain, ou du moins à sa suspension. Auparavant, Bill Burns, le chef de la CIA, qui est le Joker, un terme de baseball pour quelqu'un qui est appelé à frapper lorsque le batteur habituel, dans ce cas le secrétaire Blinken, s'est avéré incapable de le faire, était à Kyiv.
Donc, il se passe clairement quelque chose. Je soupçonne qu'il peut y avoir des discussions entre les militaires russes et ukrainiens en coulisses, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiateurs. Et de toute évidence, les choses sont assez instables à Kiev. C'est un moment de grande incertitude, ce qui est assez différent de ce que nous avons vu auparavant. And that is quite different from what happened before. Kyiv has been successful militarily in projecting some power. Kiev a réussi militairement à projeter une certaine puissance au-delà de ses frontières, endommageant par exemple des navires russes et forçant leur redéploiement vers des bases plus éloignées. Il y a eu des attaques de drones sur des installations militaires russes, mais ce sont essentiellement des piqûres d'épingle qui ont peu à voir avec la situation militaire à l'intérieur de l'Ukraine. Elles n'affectent pas significativement le champ de bataille, sauf en ce qu'elles provoquent des contre-attaques russes. Nous voyons cela avec la destruction supplémentaire de l'infrastructure ukrainienne. Par conséquent, on parle moins maintenant de la reconstruction de l'Ukraine qu'auparavant, pourtant cela devient un problème de plus en plus urgent. L'Ukraine a perdu une partie importante de sa population, soit sur le champ de bataille, bien que nous ne sachions pas combien car cette information est classifiée en Ukraine, mais les estimations se chiffrent en centaines de milliers, et des millions d'autres à l'émigration. Il n'y a aucun signe que ceux qui ont émigré et qui se trouvent maintenant en Pologne, en Allemagne, en France ou dans d'autres pays ont l'intention de retourner en Ukraine. Je crois donc que cela devient un échec significatif pour la politique des États-Unis et de l'OTAN. Ceci, couplé avec la catastrophe de Gaza, est susceptible de nuire à la position politique des dirigeants occidentaux, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis. Especially in the UK and the US. Now, when we think about a potential end game, Lorsque nous envisageons un dénouement potentiel à la guerre en Ukraine, il est clair que ce conflit, plus que beaucoup d'autres au cours des dernières décennies, s'inscrit tout à fait dans le concept de la guerre de Clausewitz comme la continuation de la politique par d'autres moyens. Je me demande souvent quelles pourraient être les issues possibles. Le dénouement reflètera finalement les désirs du vainqueur sur le champ de bataille. Dès le début, la Russie a cherché une Ukraine neutre, sans adhésion à l'OTAN et un nouvel arrangement de sécurité pour l'Europe. Les États-Unis et l'Europe se sont constamment opposés à cette position, la rejetant comme sans rapport avec la réelle politique. Ils soutiennent que les actions de la Russie sont motivées par la malveillance, la qualifiant d'empire du mal aux visées expansionnistes. Cependant, nous savons que cette caractérisation n'est pas exacte. Ma question est, combien de temps faudra-t-il pour que les États-Unis et l'UE reconnaissent la situation? L'UE, souvent perçue comme subordonnée aux États-Unis, manque de volonté indépendante et on s'attend à ce qu'elle suive la direction de Washington, malgré toute prétention à l'autonomie. Quand les États-Unis accepteront-ils de négocier directement avec la Russie et de travailler vers un accord signé? Actuellement, les États-Unis maintiennent la façade que le conflit est uniquement entre l'Ukraine et la Russie, niant toute implication directe. Pourtant, il est clair que la dynamique sous-jacente implique Washington et Moscou. Je crois que les Russes ne se contenteront de rien de moins qu'un accord avec Washington, à moins que l'Ukraine ne succombe complètement à la puissance militaire russe. Avez-vous une chronologie en tête pour quand les États-Unis pourraient changer d'approche? I think that you're absolutely correct. This is a Clausewitzian war. It is the Je pense que vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'une guerre clausewitzienne, une extension de la politique par d'autres moyens. Les exigences russes depuis le début ont été très limitées et claires, la neutralisation de l'Ukraine et pas d'adhésion à l'OTAN. On pourrait imaginer une adhésion à l'OTAN qui s'accompagnerait d'un accord pour ne pas permettre de forces étrangères en Ukraine. Cela ramènerait l'OTAN à la posture défensive qu'elle avait pendant la guerre froide, du moins en ce qui concerne l'Ukraine. Cette position est similaire à celle que la Finlande et la Norvège ont traditionnellement adoptée. La Norvège n'autorise pas de forces étrangères sur son territoire sauf pour des exercices, et je ne pense pas que la Finlande ait l'intention de permettre des installations de l'OTAN sur son territoire. Ainsi, on pourrait concevoir quelque chose de similaire. On pourrait neutraliser ce qui reste de l'Ukraine en suivant le modèle du traité d'État autrichien, qui a toujours été là comme un modèle potentiel. Il présente deux avantages majeurs, il retirerait l'Ukraine de tout bloc, ne gênant pas son adhésion à l'UE, mais empêchant son appartenance à une sphère d'influence russe ou dirigée par les États-Unis. Cela exigerait également de l'Ukraine qu'elle fasse ce qu'elle n'a pas fait après 2014, à savoir traiter les minorités, qu'il s'agisse de russophones, de hongrophones ou de locuteurs d'autres langues,
avec la dignité que l'accord de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe exige. Organization for Security and Cooperation in Europe agreement requires. So Slovenes and Italians in Austria have the right to use their own language. Les Slovènes et les Italiens en Autriche ont le droit d'utiliser leur propre langue à des fins officielles dans leur région et pour l'éducation. Cela faisait partie de la constitution ukrainienne, qui a été suspendue après le coup d'État parrainé par les États-Unis en 2014. Elle pourrait être rétablie. Un arrangement intérimaire pourrait ouvrir la possibilité de réinstaurer les accords de Minsk. Selon ces accords, les différents oblasts de la région du Donbass et du Sud resteraient partie intégrante de l'Ukraine mais jouiraient d'une autonomie linguistique et culturelle similaire à celle du Québec au Canada, créant essentiellement une Ukraine fédéralisée. Comment cela pourrait-il être réalisé ? Une option pourrait être de convenir que ces régions seraient indépendantes pour une période déterminée, disons 20 ans, après quoi un référendum serait organisé pour décider de leur avenir. Ce référendum pourrait être supervisé par l'OSCE ou une autre partie neutre pour garantir des élections équitables. Les gens pourraient alors choisir de rester indépendants, de devenir partie de la Russie, de rejoindre l'Ukraine ou d'adopter un statut complètement différent. Une autre possibilité pourrait être de créer un statut similaire à celui du Commonwealth de Porto Rico. Il existe de nombreuses solutions potentielles. There are many possibilities. What has been lacking is any effort at bringing diplomatic imagination. Ce qui a manqué, c'est tout effort pour faire preuve d'imagination diplomatique sur cette question, laissant le champ de bataille, comme vous dites. Lorsque nous aborderons la négociation, je veux renforcer votre point selon lequel ce qui s'est passé sur le champ de bataille fournira la base de l'accord. Cela a favorisé la Russie, pas l'Ukraine. La position de négociation de la Russie est bien plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a environ 20 mois, et cela doit être pris en compte. Je pense que M. Poutine, malgré toute la propagande négative visant à le dépeindre comme un imbécile, n'est pas un imbécile. C'est un acteur très rationnel, capable de décisions d'homme d'État. Il parle clairement, dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Je crois qu'il est tout à fait capable de traiter de manière réaliste avec les conséquences de la bataille, ce qui devrait le préoccuper grandement, y compris le fossé grandissant entre l'Europe et la Russie. L'Europe et la Russie peuvent-elles retrouver une sorte de relation ? De toute évidence, traiter équitablement la question de l'Ukraine est essentiel à cela. Puisque la Russie vise à encourager les Européens à exercer un jugement indépendant des États-Unis, traiter équitablement avec l'Ukraine pourrait souligner les différences entre les perspectives américaines et européennes d'une manière que M. Poutine pourrait trouver assez séduisante. In a way that I think Mr. Putin might find quite attractive. Yeah, my question is more, we know now. Ma question concerne le règlement précoce de la guerre en Ukraine en mars 2022, que nous savons maintenant avoir été saboté par l'Occident. L'Occident a déclaré son désir de guerre, croyant qu'il gagnerait et pourrait ensuite stationner des troupes de l'OTAN aux frontières avec la Russie et l'Ukraine. Cette position est caractéristique des haineux accents aigus conservateurs qui, à mon avis, ne sont pas encore prêts à accepter les réalités sur le champ de bataille. Quelles sont vos réflexions sur la possibilité que quelque chose aux États-Unis puisse ou non soumettre cette faction ? Yes, there are two possibilities, neither of which is very attractive. Oui, il y a deux possibilités, aucune n'étant très attrayante. La première est que les républicains restent fermes au Congrès et refusent de financer l'effort de guerre continu en Ukraine. Cela ferait écho à la décision des États-Unis de couper les fonds au gouvernement de la République du Vietnam dans le Sud et de le laisser se débrouiller seul. J'avais autrefois un t-shirt qui disait « Jeux de guerre en Asie du Sud-Est, de 1954 à 1975, deuxième place par acte du Congrès. » Cela pourrait arriver. La fonction législative peut arrêter les guerres. La seconde possibilité est que l'élection de 2024 prenne une direction différente. Soit M. Biden n'est pas le candidat démocrate parce qu'il n'est pas considéré comme viable par le parti en raison de sa perte de soutien sur des questions comme Gaza et l'échec en Ukraine, ainsi que d'autres échecs, menant à un autre candidat qui veut mettre fin à la guerre, soit l'élection de 2024 a lieu et il y a un nouveau président, peut-être M. Trump, qui ne soutiendrait pas l'Ukraine. Alternativement, il pourrait y avoir un candidat d'un troisième parti, parce que ce qui se passe dans la politique américaine a des parallèles troublants avec les années 1850 lorsque le système bipartite s'est effondré et que le Parti républicain est apparu de nulle part avec une plateforme anti-esclavagiste. On an anti-slavery platform.
Well, now there's talk of a no labels third-party movement. Il est question d'un mouvement tiers sans étiquette, avec un programme qui inclut l'absence de guerre. La politique américaine est très instable en ce moment, et je pense qu'il existe de multiples chemins pour entamer une discussion. L'Ukraine pourrait décider de son propre chef, indépendamment des conseils reçus, qu'il est dans son intérêt de trouver un accord avec Moscou. Cela pourrait arriver. Je ne pense pas que l'idée d'un quelconque accord de paix soit du tout irréaliste, et il y a ceux qui sont prêts à participer à sa médiation. La Chine a énoncé des principes pour un accord de paix, qui seraient cohérents avec les différentes possibilités dont j'ai parlé. La Turquie et Israël ont une histoire de médiation, ils ont produit un projet de traité de paix fin mars 2022. Les Nations Unies, qui ont été paralysées par la politique habituelle des grandes puissances et le veto des États-Unis, pourraient également jouer un rôle. Si les États-Unis ne mettaient pas leur veto, le secrétaire général et ses collègues sont tout à fait capables de médier dans ce contexte. Donc, je ne pense pas que nous manquions d'instruments diplomatiques si nous sommes prêts à les utiliser, mais jusqu'à présent, nous ne le sommes pas. I don't think we lack diplomatic instruments if we're prepared to use them. But so far, we're not. Tous vos arguments sont valables, et je travaille activement à promouvoir le concept de neutralité des États-Unis auprès du peuple américain. Cette politique a été mise en œuvre avec succès pendant 150 ans. Maintenant, voyons si vous êtes convaincus ou non.